Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de votre matinale 21. C'est exactement le nombre de jours qui séparent les Israéliens de la visite très attendue de Barack Obama, avec en toile de fond les tensions en Judée-Samarie, mais également les roquettes tirées hier depuis la bande de Gaza. La visite du président américain le 20 mars prochain, ce sera donc le thème de notre première partie d'émission. On en parlera avec Elie Barnavi. Et puis demain, à 20h, ce sera le dernier jour de Benoît XVI dans ses habits de pape. En seconde partie d'émission, nous serons donc avec Yitzhak Minerbi, ancien ambassadeur en Belgique, en Côte d'Ivoire notamment, et spécialiste des relations entre Israël et le Vatican. On reviendra sur les derniers jours de Benoît XVI au plus haut poste de l'Église. Mais tout de suite, les titres de l'actualité avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. C'est à Arak, en Iran, une nouvelle centrale serait en construction à l'heure où des discussions se déroulent au Kazakhstan. On apprend que l'Iran tente de fabriquer des armes nucléaires avec cette fois du plutonium. Effectivement, un journal anglais a publié des images satellites illustrant une usine de plutonium en opération à côté de Arak. Le plutonium peut être utilisé comme une alternative pour construire une arme nucléaire. Et pendant ce temps-là, malgré ces révélations, au Kazakhstan, on se montre plutôt positif après la première journée des négociations entre les grandes puissances et l'Iran qui ont achevé mardi leur première journée de négociations sur le programme nucléaire iranien après une réunion qualifiée d'utile à Almaty au Kazakhstan et décidé de poursuivre les pourparlers aujourd'hui. Dans une nouvelle offre, les grandes puissances ont promis une baisse de certaines sanctions sur le commerce de l'or, celles concernant l'industrie pétrochimique et certaines sanctions bancaires en échange de concessions de Téhéran. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov ont tenté de rapprocher leur position sur la Syrie lors d'une rencontre à Berlin, alors que Moscou pressait l'opposition syrienne de négocier avec le régime du président Bachar al-Assad. Le régime s'est dit prêt pour la première fois à dialoguer avec les rebelles armés pour mettre fin à la guerre civile, mais cette offre de négociation a été rejetée par les insurgés tant que Bachar al-Assad restera au pouvoir. Les médias turcs ont révélé, d'après une source proche du Hezbollah, que le chef du groupe terroriste Hassan Nasrallah avait été admis dans un hôpital privé à Beyrouth et en est en Iran pour être traité d'un cancer. Des informations pas encore confirmées par le groupe terroriste. Suite à l'enterrement du prisonnier palestinien Arafat Jaradat, les manifestations se sont poursuivies dans les territoires palestiniens. 2 civils israéliens et un soldat ont été blessés. L'armée israélienne reste en alerte maximum pour prévenir toute escalade de violence dans la région. Toujours à propos d'Israël, le chef politique de l'ONU a appelé à une enquête indépendante et transparente par les autorités israéliennes dans le cadre de la mort du prisonnier palestinien. Jeffrey Feltman a précisé que les roquettes lancées sur Ashkelon et revendiquées par les brigades martyrs d'Al-Aqsa avaient interrompu la plus longue période sans attaque depuis Gaza de ces dernières années. Jeffrey Feltman a également pressé les autorités gazaouites d'empêcher toute recrudescence de violence dans la région. Plusieurs représentants des partis Likoud Betenu et Habayit Hayehoudi ont annoncé qu'un accord pourrait être signé dans les prochains jours. L'accord final donnera le ministère des Constructions et du Logement au député Uri Ariel de Habayit Hayehoudi et deuxième sur la liste du parti. Les 2 formations politiques ont prévu de se rencontrer aujourd'hui. 7 morts, un checkpoint tenu par les Touaregs. Une voiture piégée a explosé mardi à Kidal, dans l'extrême nord-est du Mali. C'est ce qu'a rapporté l'armée malienne et des sources de la rébellion Touareg. Il s'agit du 2e attentat du genre commis en moins d'une semaine à Kidal, où se seraient retranchés les djihadistes après avoir fui Bamako. Le Sénat américain a confirmé la nomination de Chuck Hagel au poste de secrétaire à la Défense au terme d'un bras de fer inhabituel avec l'administration Obama. Les élus se sont prononcés par 58 voix contre 41, joignant leur suffrage à ceux des démocrates et des indépendants. 4 républicains ont voté pour l'ancien sénateur du Nebraska que le président a choisi pour succéder à Leon Panetta à la tête du Pentagone. Les sénateurs avaient auparavant adopté une motion pour mettre fin au débat 2 semaines après le début d'une procédure de blocage républicaine sans précédent pour la confirmation d'un secrétaire à la Défense. L'Italie se trouvait mardi dans une impasse politique inquiétante pour le reste de l'Europe, sans vainqueur clair aux législatives, comme l'a reconnu le chef du centre-gauche Pierluigi Bersani, qui a entrouvert la porte au mouvement protestataire de l'ex-comique Beppe Grillo. Pierluigi Bersani a évoqué des thèmes chers à cette formation comme la réforme des institutions, les coupes dans les coûts de la politique, la moralité et la défense des plus défavorisés, appelant Beppe Grillo à dire ce qu'il veut pour le pays. Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi en terrassant le FC Barcelone 3-1 au Camp Nou mardi en demi-finale retour.
Première partie de cette matinale et l'on reçoit Elie Barnavi. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, écrivain et historien, mais aujourd'hui on va parler de diplomatie avec cette question centrale à l'approche de la visite de Barack Obama sur fond de tensions israélo-palestiniennes. Les médiateurs, quels qu'ils soient, ont-ils finalement une place dans le conflit israélo-palestinien? Elie Barnavi, on a le logo, on a le programme. Vous attendez quoi de cette visite de Barack Obama? De la visite dans l'immédiat, pas nécessairement grand-chose. Mais je pense que c'est quand même une date importante, non seulement pour des raisons symboliques, n'est-ce pas? C'est la première fois que Barack Obama arrive ici en tant que président. Il est déjà venu en tant que sénateur. Je pense qu'il a commis une grave erreur en ne venant pas lors de son premier mandat. Ça aurait peut-être changé des choses. Et là, il corrige le tir. Il vient parler de la Syrie, il vient parler de l'Iran, c'est-à-dire en clair, empêcher Israël de faire quoi que ce soit en solitaire. Mais je pense aussi, et c'est là que se focalise notre propos, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il puisse se permettre d'ignorer le conflit israélo-palestinien. Vous savez qu'on a beaucoup dit que Barack Obama réorientait la politique étrangère des États-Unis vers le Pacifique, qui se désintéressait de plus en plus et du Proche-Orient et d'ailleurs de l'Europe. Les Européens le ressentent durement, que tout est maintenant dirigé, ou tout l'essentiel des efforts américains sont dirigés vers la Chine, vers le Pacifique. Eh bien, moi, je pense que c'est... Cette fois-ci, il ne peut pas se permettre de se désintéresser. Je pense que le Proche-Orient reste un foyer de tension extrêmement important pour l'ensemble de la politique américaine, y compris d'ailleurs pour une partie de cette Asie vers laquelle il se dirige. Songez au Pakistan, par exemple. Elie Barnavi, il y a 4 ans, lors de son premier mandat, son premier coup de fil, c'était pour Mahmoud Abbas à l'époque. Ça avait fait grand bruit. Aujourd'hui, sa première visite officielle, c'est pour Israël. Est-ce qu'il faut y voir le signe d'une infection de la part de la Maison-Blanche? Non, qu'il ait appelé d'abord Mahmoud Abbas, d'abord, c'est pas là l'inflexion. L'inflexion, c'est son voyage lui-même. Je pense qu'il va pas inflexion, retour, si vous voulez. Je pense qu'il y a un retour des États-Unis dans la région. Je ne suis pas sûr que c'est Barack lui-même qui va s'impliquer. Je pense qu'il va laisser faire John Kerry. John Kerry est celui de son équipe qui est le plus déterminé à faire quelque chose. Lui, il est persuadé que beaucoup de choses se passent ici et passent par ici. Et donc je pense on est à la veille d'un effort renouvelé des États-Unis de faire quelque chose de significatif ici, y compris en présentant, sinon leur plan de paix, mais une ressuscité des paramètres Clinton, par exemple, c'est-à-dire des principes autour desquels il faudrait pouvoir négocier. Et je pense que là, il y a aussi une dimension européenne, nous en reparlerons si vous voulez bien, mais pour en rester aux États-Unis, je pense que cette visite est significative, pas nécessairement pour ce qui s'y dira, mais pour ce qu'elle symbolise pour le retour des États-Unis dans la région. Alors justement, des sommets, il y en a eu, des rencontres, des tournées diplomatiques. Aussi, l'expression d'usage, c'est même le ballet diplomatique, c'est donc dire la considération. Vous avez bien souvent assisté vous-même, participé également à de telles rencontres. Est-ce qu'elles peuvent encore changer les choses? Est-ce que la diplomatie suffit finalement pour imposer la paix? Ça dépend de ce qu'on en fait. Vous savez, si là, je dis maintes fois, si on laisse faire les parties, c'est-à-dire nous, Israéliens et Palestiniens, on n'y aboutira pas. Pas seulement par mauvaise volonté, mais parce que l'écart est tel entre les partis, et la faiblesse politique des partis est telle. Parce que nous sommes faibles politiquement, pour des raisons diverses, évidemment. Je ne sais pas si on a le temps d'entrer là-dedans. Les Palestiniens sont divisés, c'est une économie faible, c'est une société civile faible, c'est une société politique nulle, enfin c'est un infra-État, donc c'est très compliqué. Et Israël, pour ses propres raisons, malgré notre puissance militaire, économique, nous sommes aussi une société politique faible. Vous voyez ce qui se passe, il est extrêmement difficile de monter une coalition. Et donc mettre ensemble autour d'une même table deux faiblesses, cela ne fait pas une force.
Et donc, il faut un tiers, si nous voulons y aboutir. Et là, oui, je pense que un tiers peut faire la différence. Et un tiers a fait la différence à Camp David, au premier Camp David, n'est-ce pas? Sans cartel, il n'y aurait jamais eu de paix avec l'Égypte. Le tiers a failli faire la différence à Camp David 2, n'est-ce pas? Avec Clinton. Un tiers pourrait faire la différence avec Obama. S'il y a un véritable plan américain, il y a une véritable volonté, vous la sentez aujourd'hui? Difficile à dire. Il y a eu ce moment au début de son mandat où la volonté était là, évidente, et puis il y a eu cette espèce d'effondrement diplomatique, rien ne s'est passé comme prévu. Est-ce que c'est pas parce qu'il s'est rendu compte finalement, il avait une certaine illusion au début de son mandat quant à ce conflit, et puis finalement il s'est rendu compte que c'était bien plus complexe que ce à quoi il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué, et puis il a été aspiré par les problèmes américains. N'oublions pas que l'essentiel de son premier mandat s'est passé dans la tourmente d'une crise économique, d'abord financière, d'abord bancaire, ensuite financière, ensuite économique épouvantable, et qu'il a eu d'autres chats à fouetter. Il y a le problème de l'Iran. Donc il a été pris par cela, et puis il y a le problème de la réélection. Ça, les Américains, c'est aussi cela. Un problème qui, cette fois-ci, ne se représentera Exactement. Pas. Lui, il a des élections tous les 2 ans, avec une réélection présidentielle compliquée en période de récession. Et donc, il a lâché la pression. Ils sont en train de revenir sur de nouvelles bases, nous verrons bien, avec une autre équipe, avec d'autres acteurs, et je pense qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose, et que sans eux, ça c'est important de comprendre, sans eux, rien ne se fera. Alors on va quitter un moment les hautes sphères politiques. Ce que le grand public, lui, voit de ces visites sont des poignées de main solennelles, des discours qui alternent entre espoir insensé et pragmatisme parfois décevant. Derrière ces discours, dans les couloirs même de la diplomatie, est-ce qu'il y a des entretiens plus significatifs, plus percutants, moins protocolaires? Oui, c'est même ça la diplomatie, c'est des sourires et des poignées de main à l'extérieur et des discours parfois musclés à l'intérieur. Quelque chose transpire en fonction du langage diplomatique. Vous savez que lorsque l'on dit que la discussion était franche et fructueuse, ça veut dire qu'elle a été dure et parfois même très dure. C'est ainsi que les choses se passent. Bon, ce langage diplomatique, justement, quand Barack Obama décide de ne pas venir au moment de son premier mandat en Israël, la décision d'une non-visite, de l'absence d'une visite, c'est un message? Oui, c'était un message, mais pas pour Israël, c'était un message pour le monde arabe. C'est-à-dire, voilà, les États-Unis ont décidé une nouvelle approche. La main tendue vers le monde arabe, y compris l'Iran d'ailleurs, le monde musulman en général, mais d'abord le monde musulman dans son ensemble, et il y a une espèce de rééquilibrage de grandes politiques, presque de civilisation, je dirais. Nous ne sommes pas vos ennemis. Et donc il n'a pas voulu brouiller ce visage pour une visite en Israël. Je pense, je l'ai dit, que c'était une lourde erreur, parce que là, ça donnait l'occasion à certains éléments de la politique israélienne, mais aussi à l'opinion de dire cet homme n'est pas un ami. Il a prouvé le contraire par les actes, mais la dimension symbolique a manqué, si vous voulez. Et si Barack Obama était venu en Israël, à condition de ne pas venir lors du même tour, n'est-ce pas, mais d'accorder une visite spécialement à Israël, peut-être aussi aux Palestiniens, les choses auraient pu être différentes. Il ne faut jamais oublier que le rapport de force est 80% en diplomatie, mais que 20%, parfois ces 20% sont déterminants, sont de l'ordre du symbolique. Alors on le sait justement, la symbolique joue énormément dans ce rôle, dans ce genre de considération, et vous allez nous aider à démêler un petit peu ce langage diplomatique. On sait qu'en prélude à chaque visite, il y a des messages qui sont envoyés par l'une et l'autre des parties. Barack Obama a annoncé un message assez clairement, notamment lors de son discours à l'Union. Il a affirmé haut et fort que le conflit israélo-palestinien serait bien le sujet de discussion, l'un des sujets principaux de discussion aux côtés du dossier syrien et iranien, comme vous le mentionnez plus tôt dans cette interview. Autant dire que c'est un sujet parmi tant d'autres. Oui, il a dit aussi, ou ces hommes ont dit qu'il n'y aurait pas de plan de paix spécifique américain à ce stade. C'est-à-dire, oui, c'est un sujet parmi d'autres, et c'est vrai que les autres sujets sont des sujets lourds. Hein. Ce qui se passe en Syrie, ce n'est pas rien.
Les Iraniens courent vers la bombe atomique, rien ne semble pouvoir les arrêter, donc l'option militaire fait surface. Donc ce sont des vrais sujets. Et il y a effectivement le dossier palestinien. Et là, je pense qu'il prend une nouvelle urgence parce qu'ils comprennent, eux, et nous devions comprendre aussi, que nous risquons une nouvelle intifada, c'est-à-dire la nouvelle flambée de violence. Les messages préliminaires, on y vient. Le message du côté des Palestiniens, c'est de brandir ce drapeau. Attention, troisième intifada en route. Est-ce que c'est le message qu'ils veulent envoyer aux États-Unis et à Israël également? Alors, pas nécessairement l'opinion publique palestinienne qui manifeste et s'agite pour ses propres raisons, qui sont elles aussi que l'on peut énumérer, mais pour l'autorité palestinienne, qui ne sait plus vers quel sens se tourner, c'est une manière de dire aux Américains, voyez ce qui se passe, occupez-vous de nous, sinon ça va très très mal se passer. Et ça peut effectivement mal se passer. Ce qui fait peur aux Américains, c'est que une nouvelle intifada d'ampleur risque de balayer l'autorité palestinienne pour de bon, offrir la Cisjordanie au Hamas, c'est-à-dire retrouver, dupliquer en Cisjordanie la situation à Gaza, avec les risques de déstabilisation pour la Jordanie et de proche en proche l'effondrement de toute influence américaine dans le monde arabe et musulman. Donc l'enjeu est énorme, ce n'est pas rien. Donc même s'il y a volonté d'Obama d'ignorer un peu le problème, de s'orienter vers ailleurs, à mon avis, il ne peut pas se permettre d'ignorer ce problème. Et donc, il revient aussi pour ça, pour remettre en route, d'une manière ou d'une autre, le processus diplomatique au Proche-Orient. Est-ce qu'il y parviendra? Ça dépend de la... S'il le veut vraiment et s'il prend les moyens dont l'Amérique dispose, il peut le faire. Est-ce que ce manque d'implication de la part de Barack Obama, il ne trouve pas son origine finalement dans cette perception qu'il pourrait avoir du fait que les Israéliens et les Palestiniens n'ont pas une véritable volonté et ne sont pas suffisamment motivés pour faire la paix? Si c'est le cas, ce ne serait pas une raison. Je veux dire, tout le monde est motivé, mais tout le monde veut. C'est-à-dire, quand on dit que tout le monde veut la paix, c'est sans doute vrai. C'est-à-dire, personne ne veut la guerre. C'est un grand principe, facile c'est à un évoquer. principe. Bon, vouloir la paix signifie diplomatiquement et politiquement vouloir les moyens de la paix, vouloir payer le prix de la paix. C'est de ça que les gens ne sont pas prêts, ou du moins les classes politiques, les opinions le sont. Et je l'ai dit, c'est à la fois un problème d'idéologie, mais c'est aussi un problème de faiblesse. Pour pouvoir le faire, il faut être politiquement très puissant. Ça a été le cas de Ben Gurion lorsque, en 1957, il a quitté la péninsule du Sinaï. Ça a été le cas de Begin, au moment où il a lâché le Sinaï de nouveau. Ça a été le cas de Rabin, qui était tout de même soutenu. Il a fini par comprendre, par un énorme courant de sympathie populaire, mais aussi par des forces significatives à la Knesset. Et voilà. Alors, justement, Mahmoud Abbas, il ne l'est pas, il n'est pas en position de force. Est-ce que Benjamin Netanyahou, à l'aube de son 3e mandat, il a la possibilité de l'être? S'il le voulait, je pense qu'il le pourrait, parce qu'il aurait l'essentiel de la classe politique et l'essentiel de l'opinion publique avec lui. Mais pour cela, les hommes et les femmes politiques ont aussi une dimension idéologique qu'il ne faut pas non plus négliger. Idéologiquement, Benjamin Netanyahou n'est pas un homme qui est prêt à renoncer à des morceaux d'Eretz Israël. Donc c'est extrêmement difficile. En revanche, c'est un politicien pragmatique et il sait quelles sont les limites de sa puissance. D'où l'extrême importance de la médiation américaine. Et c'est pour ça que je pense... Vous parlez de médiation américaine, vous parlez très peu de médiation européenne. Qu'en est-il du rôle de l'Europe dans ce conflit israélo-palestinien? Le rôle de l'Europe, c'est que je dis d'habitude lorsque je me pose cette question, et c'est vraiment basé sur une longue habitude, une longue fréquentation des Européens, c'est que l'Europe, diplomatiquement, n'existe pas. Vous savez, on parle de l'Europe, mais c'est une fiction, c'est une collection d'États-nations. Elle existe dans d'autres domaines. En politique, il n'y a qu'à voir Mme Ashton pour comprendre à quoi ressemble la politique. En revanche, il y a des puissances européennes qui ne sont pas négligeables. Et ces puissances européennes, il y en a 3, c'est la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, semblent avoir décidé, ce sont des bruits concordants,
de se concerter pour une initiative diplomatique commune, c'est-à-dire un plan de paix, ou du moins un cadre de négociation imposé qu'il présenterait aux Américains et ensuite aux Nations Unies. Je pense qu'il faut se préparer. Pour les Européens, cette affaire-là a trop duré. Ils sont beaucoup plus impatients que les Américains. Est-ce qu'on ne doit pas imputer les raisons de toute cette absence finalement européenne au fait que la politique européenne étrangère ne soit pas commune, que chacun finalement veut faire cavalier seul? Évidemment, c'est pour ça, c'est ce que je veux dire quand je dis que l'Europe n'existe pas diplomatiquement. Il n'y a pas encore, l'Europe ne parle pas d'une seule voix. C'est ça la formule consacrée. Elle parlera, elle y va, mais vous savez, la politique étrangère, c'est le dernier bastion de la souveraineté nationale. C'est que les États lâchent le plus difficilement. Donc il y a une certaine concertation, mais qui est encore faible. C'est pour ça que dans un dossier aussi douloureux que celui-ci, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Europe prennent des initiatives. Les prochains défis de l'Europe, ce sera sûrement l'occasion d'un nouvel entretien entre nous. Merci Élie Barnaby d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Merci à vous. Au revoir. Deuxième partie de cette émission, on va revenir avec vous, Yitzhak Minerbi, bonjour. Bonjour. Sur les relations entre le Vatican et Israël, mais avant tout, cette renonciation de Benoît XVI, quel est le mot qu'il faut réellement employer? Abdication. Abdication. Oui, c'est naturellement, c'est un mot qu'on a pris de roi. Le roi ne peut que abdiquer. Donc on emprunte le vocabulaire destiné à la royauté pour la papauté. Benoît XVI qui abdique, donc un événement qui n'était pas arrivé depuis environ 600 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé le pape? On a entendu plusieurs thèses, elles diffèrent, elles ne sont pas toutes concordantes sur la question. Bon, il y a eu, comme vous dites, plusieurs thèses en présence. Mon opinion personnelle, c'est que la question du IOR, Istituto per le Opere Religiose, que c'est la banque du Vatican, cette question a été au centre de sa décision. Quelle est la question? Déjà l'année dernière, au mois de mai, le pape a été obligé de recevoir et d'accepter les démissions de Gotti Tedeschi, qui avait été nommé par le pape lui-même 3 ans avant. Ce pape, justement, Benoît XVI, vous l'avez rencontré quelques années avant sa nomination. Oui. C'était en 2003, si je ne m'abuse. J'étais en 2003. 3 ans, donc 2-3 ans avant la nomination, sa nomination au titre de pape. Et j'ai eu une conversation plutôt difficile avec lui, dans le sens que j'avais des propos qui n'étaient pas à son gré. À quel niveau? Sur l'histoire de l'Église, sur ce que l'Église n'a pas fait en faveur des Juifs pendant la période nazie. Je lui ai dit que sur 12 évêques qu'il y avait en Allemagne à l'époque nazie, il y a un seul, von Preissing, l'évêque de Berlin, qui a osé prendre une position secrète en faveur des Juifs en écrivant une dizaine de lettres à Pie XII, le pape de l'époque. Et il a été puni pour cela, parce que pendant que les autres évêques ont été nommés à des évêques, etc., les autres évêques ont été nommés à des positions plus élevées, sauf lui. Alors justement, on va revenir sur les relations entre l'Église et les Juifs, puis ensuite le Vatican et Israël. Une question qui concerne le présent. Dans 24 heures ou un peu plus, il n'y a plus de pape au Vatican. Que va-t-il se passer concrètement? J'oserais dire, c'est pas grave. Tout était prévu par Ratzinger lui-même, par Benoît XVI. Tout était prévu jusqu'à les derniers détails. Il vient de recevoir 3 cardinaux qui lui ont donné un rapport sur les fuites des nouvelles du Vatican.
Donc ceci, ça sera donné au conclave qui va se réunir dans les 15 jours. Et le conclave doit élire le nouveau pontife. Et puis on aura ensuite cette fumée blanche et puis cette déclaration Habemus Papam qui déterminera le nouveau pape. J'imagine que le candidat a été choisi dans une rose de nom qui probablement a été donné par le pape lui-même, par Benoît XVI. Qui a assisté directement à sa succession. Je voudrais revenir sur cette abdication dont on a parlé juste au début de cette interview. Benoît XVI a été à la tête de l'Église catholique pendant 8 années. On l'a dit, être un pape de transition, plus de par son âge que de par ses idéaux qu'on connaît assez conservateurs. Il a jugé qu'il n'était plus apte à assurer ses fonctions, tant au niveau physique qu'intellectuel. Est-ce qu'on doit y voir un signe de modernisation de l'Église et du Vatican, qu'un pape puisse abdiquer de la sorte? Bon, primo, je ne vois aucun signe que ses facultés intellectuelles soient diminuées. Au contraire, il reste avec un esprit très vif et une connaissance de problèmes magnifique. Donc c'est pas ça. C'est pas une diminution de ses capacités intellectuelles ni rien de tout. C'est le fait que probablement il a reçu des menaces. Et que probablement ces menaces... Donc il y a une histoire sombre derrière, on s'en doutait, mais on ne savait pas forcément vers quelle direction se tourner. Il y a une histoire sombre. Quelle est-elle selon vous? Je ne sais pas exactement, j'imagine sur la base de ce qui s'est déjà passé dans l'Église en 1978, quand Papa Luciani est mort 33 jours après avoir été nommé. Jeune, en bonne forme, en pleine santé, il meurt. Et le jour même, quand le soir on a annoncé sa mort, j'étais à Bruxelles, j'étais ambassadeur à Bruxelles, j'ai reçu un religieux catholique à l'ambassade et je lui ai posé une question. Alors il me dit, sur les relations entre le Vatican et Israël, il me dit, cela je devrais poser cette question à Papa Luciani, qui était le pape, pourvu qu'on ne l'assassine pas auparavant. Le soir, il était mort. Alors, on va justement parler de ces relations entre Israël et le Vatican, des relations qui finalement sont très jeunes, très récentes, puisqu'elles ont commencé plus ou moins après les accords d'Oslo, donc ça fait une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous considérez, comment vous les considérez, ces relations? Est-ce qu'elles existent? Avant d'entamer cette interview en direct, vous me disiez que finalement, il n'y avait pas grand-chose entre les deux États. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose, c'est vague. Il faut voir sur le plan politique, et les relations entre deux États sont surtout des relations politiques. Sur le plan politique, les divergences sont totales et il n'y a aucun effort du côté du Vatican. Alors, aucun effort. Pourtant, côté israélien, c'est pas forcément ce qu'on perçoit. Au moment de l'annonce de l'abdication donc de Benoît XVI, on a entendu Yonah Metzger, le grand rabbin d'Israël, qui a crédité le pape d'une diminution des actes antisémites dans le monde pendant son pontificat. Il a pointé du doigt le pape en disant c'est grâce à lui que les actes antisémites ont diminué. Et puis de l'autre côté, on a également Benjamin Netanyahou qui déclare que ce qui caractérise Benoît XVI, c'est le courage. Le courage, pour quelle raison? Eh bien parce que Benoît XVI a exonéré le peuple juif de la responsabilité de la mort de Jésus, un acte très courageux pour le Premier ministre israélien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos et ces considérations? Minute. Il faut séparer totalement ce qu'a dit le grand rabbin et ce qu'a dit M. Netanyahou, le Premier ministre. Alors, séparons la politique du religieux. Allons-y. Yonah Metzger en premier lieu. Alors, si nous parlons de l'effort de Benoît XVI personnel en faveur des Juifs, sans aucun doute,
et moi je l'ai écrit il y a quelques années. Son deuxième livre de la trilogie sur Jésus, c'est une exonération totale de l'accusation contre le peuple juif d'avoir tué Jésus. C'est d'une importance énorme. C'est un pas incroyable pour l'Église. Hélas, le livre est signé par Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Pourquoi hélas? Hélas, parce que s'il ajoute Joseph Ratzinger, j'ai l'impression que son livre ne soit pas doctrine officielle de l'Église. C'est qu'il s'exprime en son nom propre et non pas au nom de l'Église. Voilà. Mais tout de même, c'est un énorme pas en avant après 2000 ans. Donc sur ce point, je suis totalement d'accord pour une fois avec M. Netanyahu. Sur le deuxième point du grand rabbin, là nous sommes tout à fait dans le... Enfin, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que il y a un dialogue théologique entre les rabbinats israéliens et l'Église. Ce dialogue n'amène rigoureusement à rien, par définition, parce qu'il est évident que sur le plan théologique, nous ne sommes pas d'accord. Donc ce dialogue existe. Mais dans les hautes sphères, et il n'atteint pas finalement les basses classes, entre guillemets, de la société. Une dernière question pour conclure, on vient à bout du temps qui nous est imparti. Vos pronostics pour le futur pape africain, sud-américain, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? J'ai l'impression que maintenant c'est le tour des Italiens. Italien. Après 2 papes qui n'étaient pas italiens, j'ai l'impression qu'on revient sur un pape italien. On a fait le nom de Scola, mais en revanche, il y a aussi des raisons négatives pour lui, alors je ne sais pas. Je pense que l'Église désire retourner à ses racines qui sont italiennes. Donc un pape italien, la réponse en tout cas d'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus. Merci à Yitzhak Minervi d'avoir été avec nous ce matin. Merci sur le à plateau de notre matinale. Et juste avant de refermer donc cette édition, un rapide coup d'œil sur les principaux points de l'actualité. Et l'Iran, un journal anglais a publié des images satellites illustrant une usine de plutonium en opération à côté de Arak. Le plutonium peut être utilisé comme une alternative pour fabriquer l'arme nucléaire. Le Mali, 7 morts, un checkpoint tenu par des Touaregs, une voiture piégée a explosé hier à Kidal dans l'extrême nord-est du pays, c'est ce qu'a rapporté l'armée malienne ainsi que des sources de la rébellion Touareg. Il s'agit, je vous le rappelle, du 2e attentat du genre commis en moins d'une semaine à Kidal où se seraient retranchés les djihadistes après avoir fui Bamako. Et puis une note de football, le Real Madrid s'est qualifié hier soir pour la finale de la Copa del Rey en terrassant Barcelone au Camp Nou hier soir, donc en demi-finale retour grâce à un doublé de Ronaldo et un autre but de Varane après le match nul aller 1-1. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à ceux qui ont aidé à sa réalisation malgré quelques soucis techniques. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur GISN TV. Quant à nous, on se retrouve demain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien.